Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, il va être question du thème suivant, communication avec les défunts. Alors pour cela, je vais ouvrir une nouvelle fois mon livre. Alors, communiquer avec les défunts. Alors souvent, on me pose cette question, mais Pascal, quand vous voyez les défunts, de quelle façon vous communiquez? Alors pour ma part, il y a simplement deux façons avec lesquelles je communique avec les défunts. La première, eh bien, c'est à une expérience que je vais vivre extrêmement spontanément il y a plusieurs années, où je vais voir la présence d'une femme, d'un défunt femme, à côté de la personne pour qui elle se matérialisait. Donc je parle bien de matérialisation de défunt. Matérialisation concerne toujours une personne décédée. Donc cette matérialisation va être visible, très lisible pour moi. C'est une femme qui est brune, qui est de taille moyenne. Elle me donne un prénom, à l'époque c'est Agnès, et elle se penche véritablement sur la personne pour qui elle se matérialise. Elle dit qu'elle a un lien de proximité avec elle, qu'elle la touche de très près, qu'elle est morte d'une maladie rapide, et elle parle d'un petit garçon dont le prénom commence par la lettre F. C'était en fait ma première expérience de matérialisation de défunt. Alors, à l'évocation de ce que je viens de dire, la personne en question qui, quand je lui annonce que cette présence est sur son côté droit, donc gauche pour moi, eh bien quel réflexe elle a, c'est de tourner la tête à droite, bien sûr elle ne voit rien. Mais là où les larmes s'installent au coin de ses yeux, c'est lorsqu'elle va reconnaître au prénom d'Agnès que c'est sa sœur, qu'elle est morte d'une maladie rapide, qu'elle était bien brune, de taille moyenne, et qu'elle avait bien un petit garçon dont le prénom commençait par la lettre F. Donc, cette première expérience qui m'a énormément émue, m'a fait comprendre, et c'était vraiment le début, le tout début de ma première matérialisation de défunt, qu'un défunt était capable de se matérialiser et surtout que j'étais capable de le voir. Alors très souvent, lors de ces matérialisations, la partie la plus visible que je puisse voir dans un premier temps, c'est jusqu'au niveau du buste. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais voir dans la totalité une matérialisation de défunt, à la seule différence, c'est que le défunt ne touche pas terre. Il est à 15 ou 20 cm du sol et toujours beaucoup plus en hauteur pour la personne pour qui il se matérialise. Alors, très souvent quand c'est le cas, je n'ai aucune hésitation pour savoir à qui est lié le défunt, puisqu'en général, le défunt se matérialise à côté de la personne pour qui il se manifeste et pour qui il veut passer un message. Donc, c'est extrêmement simple de savoir pour qui il vient. Et donc, d'expérience en expérience, alors j'avoue que la première fois, j'étais extrêmement impressionnée, mon cœur battait très fort, j'étais très impressionnée, je me disais mais que peut-être ce que je viens de vivre est incroyable et peut-être unique et cela ne se reproduirait pas. Eh bien, il n'en fut rien, puisque le phénomène, je ne peux pas parler autrement que de phénomène, s'est répété et à plusieurs reprises, et je vous en donnerai quelques explications aussi tout à l'heure, et pour annoncer des choses tout aussi incroyables les unes que les autres. Donc on peut dire que le défunt a une représentation un peu holographique, c'est ce qui le distingue de d'autres choses en fait, et cette représentation holographique est presque tellement consistante qu'on sent qu'on peut toucher, comme passer la main au travers de cette présence. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est de constater que c'est vivant, ça bouge, que cette matérialisation peut provoquer une émotion, véhicule cette même émotion, et parfois, dans ce que le défunt a à transmettre, c'est quand même assez énorme. La deuxième possibilité, dans mon cas, c'est par le biais de sorties de corps, et lorsque je vais dans l'entre-deux-vie rencontrer un défunt à la demande d'une personne qui souhaite communiquer avec lui. Dans ce cas-là, par le biais de la psychométrie, je vais d'abord toucher la photo et je vais mettre en place mon protocole dont je vais vous parler tout de suite. Et ensuite, eh bien, je sors de mon corps et là, je vais dans l'entre-deux-vie pour aller rencontrer ce défunt. Alors, ça me permet de voir le niveau, le plan dans lequel il est, parfois même la hauteur de ce plan, ça qui est tout à fait contextualisable par rapport aux odeurs, aux sons, aux sensations, à l'environnement, tout ça est contextualisable. Donc avec l'habitude, je sais décrypter totalement un plan. Et surtout, ce qu'il fait, où il en est, et de son évolution. Donc, ce sont les deux façons par lesquelles je peux communiquer avec un défunt.
soit vous l'avez compris de façon spontanée par la matérialisation sans que je n'ai rien sollicité ni rien demandé, c'est important de le dire, soit par le fait de sortir de mon corps et d'aller rejoindre le défunt dans l'entre-deux-vie. Alors suite à mes nombreuses, on va dire, suite à mes nombreuses matérialisations ou voyages dans l'entre-deux-vie, eh bien, je vais me rendre compte que suite au contact et aux révélations que je vais avoir, eh bien, je vais mettre en place un protocole. Et le protocole, c'est le suivant, surtout quand c'est un premier contact avec un défunt. Alors, ce protocole comporte 3 phases. La première phase, et pour moi ça va être très important, surtout si je veux donner du sens à ce contact, ça va être d'établir ce que j'appelle une carte de visite. Qu'est-ce que c'est ? C'est de comprendre en quelques minutes, en une vingtaine ou 25 minutes de concentration, quelle est la psychologie du défunt. C'est-à-dire, quelle a été cette personne quand cette personne était encore vivante, comment se comportait-elle, comment était-elle, de quelle façon elle avait envisagé sa vie, est-ce qu'il y avait des points d'errance, des points de traumatisme, il y avait des moments heureux. J'ai besoin de comprendre la carte psychologique de la personne avec qui je vais communiquer. Donc j'ai appelé ça faire la carte de visite, c'est-à-dire le portrait psychologique de la personne quand elle était incarnée. La deuxième phase, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé quelques mois avant le décès et le départ de cette personne. C'est-à-dire tant d'un point de vue personnel, relationnel, ou traumatique, ou événementiel, ou dans des changements d'habitude éventuellement, ou des choses que le défunt aurait pu dire. Et la troisième phase, et non des moindres, c'est la façon dont la personne va décéder. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en parler dans une émission précédente en mettant en lumière les 5 possibilités de façon de mourir. Donc vous pourrez tout à fait vous référer à cette émission pour mieux le comprendre. Et donc je vais, après ces 3 étapes-là, faire une petite respiration. Et cette petite respiration va faire que je vais descendre un peu dans mes fréquences vibratoires afin de demander à la personne concernée si elle retrouve le défunt que je vais aller rencontrer dans l'entre-deux-vie. Une fois que j'ai cette validation, qui nécessitera juste un oui ou un non, eh bien effectivement, je vais à ce moment-là savoir que je parle bien de la bonne personne et je vais pouvoir aller la rencontrer dans l'entre-deux-vie. Alors, revenons, alors l'entre-deux-vie, je vous en parlerai dans une autre émission. Revenons maintenant à tout ce qui va se passer au moment de la mort. Alors ce qui va être très très important, et ça je vais pouvoir l'expérimenter à travers les différents contacts que j'ai eus avec les défunts, c'est-à-dire une chose qui est fondamentale, c'est tant que faire se peut, respecter les volontés du défunt. Très simplement, parce que j'ai pu constater au regard de mes nombreux contacts que certains défunts se sont vus dans une grande tristesse, voire même un grand désarroi, parce qu'ils avaient souhaité être enterrés à un endroit plutôt qu'un autre, et que certaines choses soient effectuées après leur décès, et ça n'avait pas été fait. Donc ça les met dans un grand désarroi, ça peut même ralentir leur progression d'évolution dans l'entre-deux-vie. Deuxième point, le temps d'inhumation. Alors ça, le temps d'inhumation, il est extrêmement important, car on a pu constater qu'un défunt, alors prenons le cas d'une personne qui va mourir brutalement, qui dans sa vie n'avait pas eu le temps de tout réparer, de tout régler ou de tout pouvoir comprendre, ça va créer une grosse problématique de blocage. Si en plus sa mort est rapide et foudroyante et qu'on la met en terre rapidement, ça peut créer un immense désarroi, une déroute, voire même provoquer ce que j'appellerais une âme errante, c'est-à-dire une âme qui ne retrouve plus du tout son chemin, qui ne sait plus où elle est, car elle est partagée entre l'envie de revenir dans son enveloppe charnelle et en même temps, elle est passée de l'autre côté du voile. Donc le temps d'inhumation est important, parce que dans des cas, par exemple, de mort rapide ou de personnes qui ont mal vécu, par exemple, une fin de vie ou une fin de longue maladie, eh bien, il faut laisser le temps à l'âme, que l'âme prenne conscience qu'elle est bien sortie de son enveloppe charnelle.
Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui va lui permettre aussi de pouvoir paisiblement, à un moment donné, prendre de la distance. Et si elle n'a pas ce laps de temps, parce qu'il faut savoir que un choc, c'est-à-dire celui de la mort, hein, qui peut être brutal ou dans de mauvaises conditions, peut provoquer un moment, je dirais, de désappointement total, où l'âme ne sait plus si elle est sur le plan terrestre ou sur le plan désincarné. Donc c'est très compliqué pour elle. Elle n'est pas forcément détachée tout de suite. Donc c'est pour ça que le temps d'inhumation est très important. Plus on peut attendre, mieux c'est. Moi, je conseille en général, de par mes expériences, si on peut attendre 5 jours, vraiment, ça serait épatant. Alors je sais que dans certaines religions, pour avoir étudié les religions, on enterre très rapidement, c'est même jusque des fois dans les 48 heures. Pour certaines religions, on met le corps dans un drap blanc et enterre, ça va très vite. Mais tout dépend des conditions de la mort du défunt. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. Alors on est dans une société où tout va vite, où tout est consommable vite, mais c'est important qu'au moment où la personne incarnée referme le livre de sa vie, qu'on respecte juste le moment de tourner les pages au bon rythme. Et puis, le troisième aspect, c'est d'essayer, tant que faire se peut, d'éviter tout conflit au moment et avant les funérailles. Parce que les conflits, les disputes, à ce moment-là, va générer beaucoup d'angoisse ou d'inquiétude pour le défunt, surtout si l'âme du défunt n'est pas partie en paix et n'est pas partie dans de bonnes conditions. Si c'est une âme élevée qui a fait le chemin, qui a fait le travail, ça ne posera aucun problème. En revanche, si l'âme est partie avec vraiment des regrets, des remords et de la culpabilité à revendre, là, ce sera un petit peu plus compliqué. Donc, évidemment, ce que je préconise, c'est d'essayer ce temps-là de faire au moins la paix. Donc ces 3 aspects-là, la volonté du défunt, le temps d'inhumation et éviter toute querelle, conflit ou dispute à ce moment-là, eh bien ça permet effectivement d'aider l'âme à quitter, dans les cas de figure où c'est beaucoup plus complexe et compliqué, à pouvoir sortir de son corps et dans les meilleures conditions possibles. Et surtout, lui laisser le temps de prendre conscience qu'elle est passée dans un autre espace-temps. Parce que ce n'est pas parce que la mort survient que l'âme, c'est évident qu'elle n'est plus sur le plan terrestre. Certaines âmes mettent du temps à le conscientiser, il faut bien le comprendre. Et vous savez maintenant que c'est la conséquence de ce qui s'est passé avant. Alors, souvent on me pose la question, comment peut-on communiquer avec un défunt? On n'y arrive pas ou on attend un signe. Alors cette question, elle est intéressante parce que, alors évidemment, si on n'a pas les outils pour pouvoir communiquer, c'est simple. En revanche, il y a une chose que tout le monde a et que tout le monde peut entretenir, c'est la foi. Ça veut dire que si vous, dans votre cœur, relié à vos pensées, votre tête, vous avez la conviction que dans votre prière, dans les mots que vous allez invoquer, vous allez toucher l'âme défunte, n'ayez aucun doute, le défunt l'aura entendu, car la pensée voyage aussi vite que la lumière. Et donc dans ce cas de figure-là, eh bien, n'ayez aucun doute, votre défunt vous a entendu. Vous pouvez mettre une petite bougie, une photo à côté et un moment de recueillement. Ils y sont extrêmement sensibles. Et ça, tout le monde peut le faire. En revanche, pour les signes, les demander, c'est la première étape. Mais être dans la réceptivité, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Alors, il faut savoir que ce genre de demande ne souffre d'aucun compromis. Ce n'est pas parce que vous allez poser des conditions et que vous le voulez comme ça que ça marchera. Il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce domaine. C'est-à-dire que votre demande doit être aussi accompagnée d'un moment d'observation, d'un moment aussi de réceptivité. C'est-à-dire, soyez attentif, soyez en lien avec votre demande pour que les choses s'accomplissent. Ça, c'est extrêmement important. Vous devez accompagner votre demande. Ça en fait partie. Alors, on me pose aussi cette question, c'est-à-dire sur la reconnaissance de l'âme. Il faut savoir une chose, c'est que chaque âme, chaque personne qui va mourir et l'âme donc qui va partir dans l'entre-deux-vie, chaque âme a besoin d'être reconnue. Et notamment, je prends le cas et des cas que j'ai pu étudier, par exemple des enfants qui sont morts-nés ou à 2 ou 3, 4 mois d'existence. C'est important de les nommer, de leur donner un prénom.
autant que faire possible, si on peut leur avoir un lieu de recueillement. C'est important pour leur reconnaissance, que ce soit pour un enfant qui qui va partir très très jeune, mais même pour un adulte. N'ignorons pas nos défunts et honorons-les. Nous n'avons pas besoin forcément de nous recueillir sur des tombes constamment, mais pensons à eux. Ça, c'est un moyen de ne pas, comment dirais-je, en tout cas les oublier et de savoir que un lien se crée sur Terre, parce que au regard de tous les contacts que j'ai eus, ils apprécient énormément le lien que nous avons avec eux, mais inversement, ils sont contents aussi de pouvoir être entendus. Alors, dans mon cas, quand un défunt se matérialise, il peut y avoir plusieurs possibilités. Alors, comment déjà je peux détecter, et ça peut peut-être aussi vous faire appel aussi à des choses que vous avez vécues. Comment peut-on détecter? Alors tout d'abord, ça peut commencer par une sensation de froid, un courant d'air. Mais attention, sans qu'il n'y ait de fenêtre ouverte, que le mercure affiche bien 19 ou 20 dans la pièce et qu'il n'y ait aucun courant d'air. Alors cette notion de froid qui survient d'un seul coup comme ça peut être un signe. Mais également les odeurs. Quand des odeurs vous parviennent et qu'elles n'ont rien à voir dans l'ambiance de la pièce dans laquelle vous êtes, ça aussi, ça peut être intéressant. Et alors là, et je l'ai vécu à plusieurs reprises, quand un objet tombe, se casse, alors qu'il n'avait aucune raison de le faire, eh bien, que ce soit en termes d'odeur, de froid ou de matérialisation ou dématérialisation d'objets, là, vous pouvez et vous devez même en tenir compte. Ça veut dire que quelqu'un cherche à vous parler. Alors, un défunt, quand il se matérialise, et je peux tirer une expérience de tellement de nombreuses années d'expertise dans le domaine, ça peut être pour plusieurs raisons. Je pense notamment, ça peut être pour révéler une vie antérieure. Je me souviens, j'étais en cours il y a quelques années, et à côté d'une de mes élèves, un homme se présente. Et cet homme qui se présente est beau, grand, bien habillé, il porte un chapeau de forme, une belle lavalière, une veste queue de pie. Et là, effectivement, j'arrête le cours. Et les élèves qui me connaissent savaient qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose. Et je ne peux plus faire le cours, mais je suis attirée par cet homme très beau, très grand, au port altier, et positionné derrière une de mes élèves, donc j'avais aucun doute pour qui ce défunt venait. Et là, je lui demande en télépathie, puisque la forme de communication avec un défunt est la télépathie, « Mais qui êtes-vous » Et là, il me dit « Je suis Edmond ». Je lui dis « Mais Edmond qui ?» Et il me dit « Edmond de Goncourt ». Je lui dis « Oui, mais vous venez pour qui et pourquoi ?» Et il me dit « Je viens pour cette personne, car nous nous sommes bien connus. » Et là, il me donne le prénom de la personne qui était dans mon cours et qui était la réincarnation d'une femme qu'il avait côtoyée. Et à partir de là, une enquête sera faite et menée, et ça sera absolument incroyable. Donc vous voyez, prévenir d'une vie antérieure. Mais aussi, ça peut être un message à caractère prophétique. Alors, par exemple, celui-ci, et pour ceux qui me connaissent, je me souviens il y a plusieurs années, j'étais encore en cours avec mes élèves, et ce jour-là, nous décidons de communiquer avec Mamina. Mamina, ma défunte mère, que je cite d'ailleurs dans plusieurs de mes ouvrages, dont Chemin d'éternité. Et ce jour-là, je vais la rejoindre dans l'entre-deux-vie. Elle était très belle, habillée d'une belle robe blanche, ses cheveux avaient poussé, et elle était au bord d'une rivière. Et à ce moment-là, et je la voyais tremper du linge dans l'eau. Et je m'approche d'elle, je lui dis « Oh maman, qu'est-ce que tu fais à nettoyer un drap dans l'eau ?» Et elle me dit « Ma chérie, je ne nettoie pas un drap, je purifie un linceul. » Et je lui demande « Mais pourquoi tu purifies ce linceul ?» Et elle me dit « Viens, je vais t'expliquer. Je purifie ce linceul parce qu'il va y avoir beaucoup d'âmes qui vont mourir. Et nous nous préparons ici à les accueillir. » Je lui demande « Mais de quelle façon ?» Et elle me dit « Ça va être une grande catastrophe qui arrive avec l'eau. » Et elle me dit « Tu vois les âmes qui vont arriver dans cette rivière, c'est des âmes qui, au-delà du trépas, leurs âmes vont être complètement libérées. C'est des âmes qu'on va accompagner ici. » Elle dit « Mais regarde de l'autre côté de la rivière. » Et de l'autre côté de la rivière, je vois des corps dans des draps blancs sur des longueurs incommensurables. Elle me dit « Par contre, pour ces âmes-là, ça va être beaucoup plus difficile et nous sommes là pour les aider. »
je baisse ma fréquence, je reviens dans mon corps physique, et bien entendu, tous les élèves ont entendu ce que j'ai dit. Le cours se termine ainsi, et à peine, et c'était au mois de décembre, une semaine plus tard, nous allons entendre sur toutes les ondes radio l'absolue catastrophe du tsunami en Indonésie. Et là, effectivement, les élèves m'ont appelé, et bien sûr, force a été de constater la pertinence du message donné par Mamina à ce moment-là. Ce qui m'a interrogé rétrospectivement, c'est la connaissance qu'avait Mamina sur cet événement à venir. Et c'est un sujet que j'aborderai une autre fois. Et puis, il y a aussi prévenir d'une libération, que l'âme est enfin libérée. Je fais référence à une de mes amies qui est morte il y a quelques années, Marie. Marie est morte, ça a été un départ. J'ai été voir Marie jusqu'au bout à l'hôpital, donc là on rentre dans le cas d'une mort attendue. Elle meurt d'une longue maladie. Je vais la voir jusqu'au dernier moment. Et elle rendra, une de mes dernières visites, elle rendra son dernier souffle 2 jours plus tard. Marie va partir dans de très mauvaises conditions. D'ailleurs, elle se manifestera à moi très souvent Et d'ailleurs, je me rappelle une scène où je suis avec mes enfants dans un magasin. Mes enfants essayent des vêtements dans une cabine et je suis à l'extérieur, je les attends. Et là, elle se manifeste, elle dit « Tu vois ce que tu es en train de faire du shopping, je ne peux plus le faire. » Vous allez me dire, c'est bassement matériel, mais Marie adorait ça. Et là, c'était improbable dans un magasin, voir Marie se manifester et me dire cela. D'autres messages me parviendront, et le temps passe. Et un jour, alors que je quitte, car j'ai eu une activité en parallèle, où je travaillais à Air France, je quitte l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, je monte dans ma voiture, et comme à son habitude, je prends l'autoroute. Et c'est vrai que ma voiture était un petit peu un sas de décompression par rapport au bruit des avions, aux passagers. Et c'est le moment où je suis un peu dans ma bulle. Mais en roulant sur cette autoroute, j'aperçois sous un nuage une femme avec des grandes ailes. Et j'entends « c'est moi, c'est Marie ». Alors évidemment, moi dans un instant, je me dis « je suis fatiguée, c'est le décalage horaire, je suis fatiguée ». Mais mes yeux, inévitablement, se redirigent en direction de l'endroit où je vois ça. Et j'entends « c'est moi, c'est Marie, je suis libre ». Et à ce moment-là, 3 fois de suite, je me suis dit « c'est quand même pas... qui est cette Marie ? Qui est cette Marie ?» Je rentre chez moi, j'enlève mon uniforme, je prends une douche, je mets mes vêtements civils, et là j'ai un appel téléphonique. Un appel de sa sœur. « Allô Pascal, comment vas-tu ? » Je vais bien, Anne-Marie, que se passe-t-il ? Elle me dit, écoute, voilà, je voulais te dire, j'ai pensé à toi aujourd'hui, j'ai prié pour toi, pour tout ton engagement, le travail que tu fais, tout ce que tu apportes aux gens. Et je voulais vraiment, et j'ai demandé à ce qu'on prie. J'avoue que je reste un peu interdite, je ne comprends pas, et je voulais te dire, la messe était merveilleuse, et j'ai senti qu'à ce moment-là, Marie était libérée. Et je lui réponds, mais de quoi parles-tu, Anne-Marie ? Pascal, aujourd'hui, c'est les 10 ans anniversaire de la mort de Marie. J'ai fait donner une messe à laquelle j'ai participé. Oh ! Et là, d'un seul coup, je réalise complètement ce qui est en train de se passer. Je ne peux pas faire autrement que de dire à Anne-Marie ce qui s'est passé pour moi sur l'autoroute. Là, nous avons pleuré ensemble et j'ai compris que le message était « Enfin, Marie a trouvé sa libération ». J'avais d'ailleurs à cette occasion demandé à Mamina d'aller l'aider. Mamina, ma mère défunte, et Mamina m'avait dit « Nous lui tendons la main, nous lui parlons, mais Marie n'entend pas. Ne t'inquiète pas, le jour où elle sera prête, nous pourrons l'aider. Pour l'instant, elle est dans sa colère et sa douleur. » Donc c'est un moment qui finit très bien et de la merveilleuse façon qu'il soit. Et puis, il y a des personnes qui peuvent aussi se matérialiser pour prévenir également des personnes qu'ils aiment. Et tout ça va permettre, et puis des messages simplement pour dire qu'ils vont bien. Mais j'ai aussi souvent constaté que certains d'entre eux, je parle bien entendu des défunts, se matérialisaient à des périodes ou des époques qui étaient des dates anniversaires, qui étaient des dates de commémoration, alors de décès, de mort, de mariage. Il y avait toujours un sens aux choses absolument incroyables.
je vais refermer pour cette émission le chapitre consacré aux défunts. Indiquez-moi en commentaire si vous souhaitez que l'on traite d'autres thématiques sur ce sujet et dans nos prochaines émissions. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions.